Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, pas de trois questions A, mais un hommage à un compagnon de route, un partenaire d'AJC, un ami, un professeur de sciences politiques, un intellectuel engagé et un homme d'esprit. Laurent Bouvet, qui nous a quittés bien trop tôt cette semaine. Très fin analyste à la vie politique française, Laurent Bouvet est connu d'abord pour avoir beaucoup travaillé sur le déclin de la gauche. Il est à l'origine notamment du concept d'insécurité culturelle, qui dénonce l'abandon des classes populaires touchées par des difficultés sociales et économiques et inquiète sur leur propre identité face à la mondialisation et au bouleversement des valeurs. Également auteur d'une thèse sur la nouvelle question identitaire aux États-Unis des années 60 à nos jours, il y observe et décrit cette manière de ne voir et de ne comprendre les relations humaines et sociales qu'à travers le prisme de l'identité culturelle, cette forme d'essentialisme qui vise à réduire l'homme à son genre, sa religion, son origine ethno-raciale ou son orientation sexuelle. C'est précisément pour nous éclairer et débattre sur ce thème que nous l'avions invité à intervenir sur une de nos tables rondes de la deuxième édition du Sursaut, intitulée « Les politiques identitaires sont-elles devenues l'ennemi du commun ?» Alors, comment mieux rendre hommage à notre ami Laurent Bouvet, grand intellectuel et visionnaire, qu'en lui redonnant la parole et en nous inspirant de ce qu'il nous a transmis. C'est pourquoi nous vous invitons à découvrir ou à revoir son intervention qui avait magistralement ouvert le débat ce jour-là. Oui, merci, et merci pour de cette invitation pour cette deuxième édition du Sursaut. Pour répondre à votre question, je vais reprendre du point que vous avez abordé dans votre introduction sur ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 60, que vous avez décrit, parce que c'est ce qu'on peut appeler, en fait, et que chaque grande société, notamment les grandes sociétés comme les États-Unis, la France, les grandes sociétés ouvertes, comme on dit, multiculturelles de fait, qui accueillent des migrants depuis de nombreuses décennies, des vagues d'immigration successives, donc qui sont des sociétés composites et qui vivent un défi par rapport à l'intégration avec des temporalités et évidemment des modalités différentes. Et toutes ces sociétés ont connu dans les 50 dernières années ce qu'on pourrait appeler un tournant identitaire. Alors, il ne s'est pas produit de la même manière, sur les mêmes bases et au même moment dans chaque société. Je vais juste prendre, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, les États-Unis et la France, pour faire la comparaison. Les États-Unis, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le tournant identitaire, c'est exactement ça, c'est le moment où le mouvement pour les droits civiques, pour l'égalité des droits porté par tout un ensemble, disons, un mouvement dans la société américaine, évidemment des Noirs américains, mais avec bien au-delà des Noirs, pour déségréguer, pour aller contre la ségrégation dans les États du Sud. Les lois sur les droits civiques sont votées au milieu des années 60, 65, 64, 65, le droit de vote affirmé pour les Noirs, etc., le droit d'aller à l'université, enfin vous connaissez ça. Mais une fois ces lois votées, il y a une nouvelle génération qui va arriver, et donc on est dans la génération des baby-boomers qui arrivent à la conscience politique, on est à la fin des années 60, autour de 68, la date est évidemment importante, et là on va avoir dans cette nouvelle génération l'idée que les droits civiques, ça ne suffit pas, qu'il y a à la fois une revendication de type marxiste, si vous voulez. Les droits civiques, ce sont des droits formels, comme disaient les marxistes, donc des droits inscrits comme ça dans la loi, dans la Constitution, dans les déclarations de droits, mais nous on veut des droits réels, des droits qui soient, au sens marxiste, des droits économiques et sociaux, qui réalisent l'égalité plutôt que simplement la déclarer. Mais à côté de cette revendication classique marxiste du gauchisme de la fin des années 60, sur les campus américains, etc., il y a aussi cette idée qui commence à germer d'une revendication de droits réels identitaires. C'est-à-dire que les droits civiques ne suffisent pas, il faut qu'on reconnaisse la spécificité du fait d'être noir, et pas seulement le fait qu'on veut, en tant que noir, l'égalité avec les blancs. Et cette idée-là, qui va être portée dans des mouvements comme les Black Panthers, tout le mouvement du Black Power, etc., qui va se développer à ce moment-là, c'est une idée qui va devenir un mode de revendication qui va se diffuser à d'autres groupes minoritaires qui ont
des revendications particulières aussi, à la fois d'égalité de droits qui ne sont pas encore obtenues et de reconnaissance propre de leur identité. C'est évidemment la vague du féminisme à ce moment-là, c'est le mouvement homosexuel qui commence également à ce moment-là. On va avoir les latinos, le mouvement de la Raza Unida aux États-Unis, qui veut reconnaître les immigrants venus du Mexique principalement, qui sont déjà aux États-Unis à ce moment-là, qui revendiquent une spécificité, etc., etc. Et ça va former un tournant identitaire parce que, notamment au sein de la gauche américaine, la gauche qui avait soutenu les droits civiques, etc., il va y avoir un changement, un basculement, si vous voulez, avec l'idée qu'il faut soutenir ces nouvelles revendications, ces revendications de type de reconnaissance de l'identité propre de chacun, d'un critère spécifique pour chaque individu, un critère mis en avant, parce qu'évidemment on a tous des critères multiples, mais là c'est un qui est mis en avant parce qu'il a été discriminé dans l'histoire, parce qu'il est, il est sujet à des inégalités, etc., peu importe. Et dans ce mouvement, la gauche américaine, notamment au sein du Parti démocrate, va commencer à déconstruire sa grande histoire depuis les années 30 sur l'amélioration de l'état social, si on veut, du welfare state, et commencer à épouser une politique multiculturaliste, une identity politics, le titre notamment du livre de Fukuyama. Donc une politique de l'identité, avec l'idée, dès la fin des années 70 et aux années 80, contre Ronald Reagan quand il arrive notamment au pouvoir au début des années 80, de la Rainbow Coalition, la coalition arc-en-ciel, c'est-à-dire de mettre ensemble des minorités, des Noirs, des femmes, des homosexuels, des immigrants, etc., pour constituer un groupe électoral qui revendique justement ces nouveaux droits, etc. Ça va être une catastrophe politique, parce que ces Rainbow Coalitions vont couper la gauche américaine, le Parti démocrate, de sa base ouvrière qui bouge vers, en partie dans certains États, alors après je ne rentre pas dans les États, c'est compliqué, mais qui bouge évidemment vers la droite, si vous voulez, vers le Parti républicain notamment, qui va revendiquer, qui va récupérer la revendication en particulier des catégories populaires, des blue collars, des ouvriers, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qui s'est passé évidemment dans l'élection récemment de Trump dans ces anciens États industriels, où normalement, et on se pose toujours la question aux États-Unis, pourquoi les pauvres, pourquoi les ouvriers votent à droite alors qu'ils devraient voter à gauche? C'est une des raisons, une des explications. Il y en a d'autres évidemment économiques qui se mêlent, mais cette explication du tournant identitaire est tout à fait fondamentale du point de vue de l'offre politique de la gauche américaine. Pour la France, le tournant identitaire, c'est à un autre moment et sur d'autres enjeux. Le tournant identitaire français, il est intervenu dans les années 80, au moment où il y a, et on en a parlé hier, si vous avez entendu l'annonce de la mort du chanteur Rachid Taha, le chanteur qui avait créé ce groupe Carte de séjour et qui était une des rares réussites dans la musique du mouvement Beurs du début des années 80. Ce mouvement du début des années 80 des Beurs ressemblait, notamment je pense à la marche des Beurs, la première marche des Beurs en 83, ressemblait beaucoup au mouvement pour les droits civiques américains, c'est-à-dire à la revendication de ce qui était la deuxième génération, des gens qui étaient issus de cette première génération de l'immigration maghrébine, qui étaient venus travailler et puis qui s'étaient installés en France, donc ces enfants qui revendiquaient leur intégration dans une société française. Laurent, vous avez 1 minute. Oui, pardon, je finis. Dans une société française qui était soumise à des difficultés économiques, on est dans la crise évidemment du début des années 80, et qui revendiquait une intégration. Et très vite, et je termine par là, on y reviendra s'il le faut, peu importe, mais très vite, il va y avoir un tournant identitaire parce que dans le monde, et il y a des pressions déjà depuis la révolution iranienne, d'une radicalisation forte dans l'islam qui va avoir des conséquences
et qui va être prise en charge par des gens qui vont être déçus par le fait de ne pas pouvoir voir leurs revendications reconnues. Et très vite, dès la fin des années 80, l'exemple de Creil avec les jeunes filles voilées au collège comme premier élément, vont devenir des revendications non plus d'intégration, d'être des beurs intégrés en France, mais des revendications qui vont s'appuyer sur une identité spécifique, qui n'est pas l'identité arabe en tant que telle, maghrébine, qui est l'identité musulmane, avec une revendication identitaire de la religion. Et là, on rentre dans la difficulté dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui, cette revendication identitaire d'un critère particulier qui doit distinguer de l'ensemble. Voilà, je m'arrête là, pardon d'avoir été un peu long. Merci beaucoup pour ce tableau tout à fait passionnant, historique, et qui nous permet en fait de comprendre d'où on vient et comment, en fait, des deux côtés de l'Atlantique, puisqu'il y a un aller-retour et des influences tout à fait claires, on a pu en arriver où on en est aujourd'hui.